Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par notre focus. Elle est mathématicienne, spécialisée de l'espace, spécialiste de l'espace et entrepreneur que l'on compare souvent à Elon Musk. Hélène Huby est notre rôle modèle du jour. Et puis elle a une idée derrière la tech. Lisa de Bernard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippe. Quel est l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien on va parler de la pause numérique. On en parle dans un instant et puis c'est notre grande question du jour. On va plonger, vous allez le voir, au cœur de l'actualité tech aujourd'hui en vous proposant deux sujets. Le premier, d'abord, la French Tech est-elle malade? Vous verrez qu'une véritable crise de faillite touche le secteur depuis quelques mois après des années d'euphorie. Et puis deuxième sujet, on va parler d'intelligence artificielle car un phénomène inquiétant se dessine de plus en plus, l'effondrement des modèles d'intelligence artificielle. Un récent article du New York Times met en lumière les risques liés à l'auto-alimentation de l'IA. On en parle tout de suite avec notre invité Alexandre Azria. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver. Vous êtes expert en nouvelles technologies, intelligence artificielle, fondateur aussi de Le Croissant AI. Et puis bien sûr, Lisa, vous joindrez à nous dans le cadre de ces discussions. On en parle dans un instant, juste après le focus. Lorsque Jules Verne écrivait son ouvrage De la Terre à la Lune, il ne pouvait pas se douter évidemment que ce qu'il évoquait dans son livre deviendrait un jour réalité, et notamment grâce à une femme, Hélène Huby. Cette Française est à la tête de The Exploration Company, une entreprise qui vise à devenir d'ici 2027 le premier service européen de fret spatial. Jean Martineau nous en dit plus dans ce focus du jour. Bonjour, je m'appelle Hélène Huby, je suis cofondatrice et CEO de The Exploration Company. C'est un projet qui fait rêver petits et grands. Elle l'a fait. Très scolaire, sa réussite n'est pas réellement une surprise. Diplômée d'un master à Sciences Po, puis sortie administratrice civile de l'ENA, Hélène Huby ne brûle pas les étapes et gagne en expérience. Premièrement, dans le monde de la presse, puis en 2013, elle intègre un peu par hasard le monde spatial, où elle grandit et se passionne pour qu'enfin en 2021, elle se lance et crée son entreprise, The Exploration Company. The Exploration Company a pour mission de démocratiser l'accès à l'exploration spatiale. Et pour ce faire, nous fabriquons des vaisseaux spatiaux qui sont comme des voitures. Ils sont multimissions, ils peuvent transporter du cargo, des hommes. Ils sont réutilisables et on peut faire le plein sur ces vaisseaux et on fait le plein avec de l'essence qui est produite à partir de ressources spatiales. L'entreprise The Exploration Company est déjà une réussite. Hélène et ses associés ont déjà levé plus de 45 millions d'euros pour réaliser leur projet. Un record pour une start-up dans le domaine spatial, mais cela n'est pas dû au hasard. Hélène a su s'entourer des meilleurs et ses convictions ont séduit. Aujourd'hui, on est on track. On vole avec des clients, on vole avec 300 kg de clients. On a parmi nos clients l'Agence spatiale française, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale allemande. On a, je disais, des gens du luxe. On a aussi Airbus qui va voler avec nous, qui va démontrer une technologie on-board de notre véhicule. Et quand on a franchi cette étape de 24, en gros, on a volé 3 heures, on est réentré, on a ouvert le parachute, on a repris la capsule avec un bateau, rendu aux clients les payloads qu'ils avaient emmenés chez nous. Et après, on est prêt, quoi. Malgré l'énergie demandée, Hélène Huby montre son envie de rendre service et une volonté de contribuer à la paix. Son projet de fret spatial devrait arriver d'ici 2027. Mon fils, il me dit, moi j'aurai le choix quand j'aurai décidé d'aller sur Mars, etc. Et je pense que effectivement, nos enfants, donc les miens ont entre 8 et 14 ans à peu près, et je pense que ce sera une génération qui aura le choix d'être parmi les pionniers. Et ça veut dire que ce sera aussi un acte de courage d'aller développer cette humanité ailleurs. Mais oui, je pense que ça va arriver très vite en fait. C'est pas dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est en ce moment que c'est en train de se passer en fait. 2023 avait été une année fructifiante pour la Française qui avait récolté les prix de l'entrepreneur de l'année du cabinet EY, celui de visionnaire des trophées de l'impact de l'opinion et avait été nommé chevalier de l'ordre du mérite. Difficile de mettre la barre plus haut, mais son enthousiasme et sa persévérance pourraient bien l'emmener bien plus loin que les étoiles. Merci beaucoup Hélène Huby. Merci à vous. Allez, autre chose à présent. Les temps sont difficiles pour les startups françaises. Depuis l'an dernier, la French Tech est en effet confrontée à une série de faillites sans précédent. Le nombre de startups matures ayant mis la clé sous la porte a fortement grimpé et c'est notamment la conséquence directe de la crise du financement mondial. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Alexandre Azria et Lisa de Bernard. Peut-être Alexandre, une première question pour vous. Donc augmentation soudaine des faillites parmi les startups françaises au cours des derniers 18 mois. Comment ça s'explique selon vous ?
Ça s'explique notamment par une explosion des levées de fonds de la part des VC, donc des fonds de capital risque, pendant et après la crise du Covid. À cette époque-là, les taux étaient assez bas, ce qui rendait aussi les levées beaucoup plus faciles pour les startups et les fonds. Et aussi les valorisations des startups qui étaient à cette époque-là assez élevées, avec des multiples assez importants. Et donc là, en fait, le discours des VC a un peu changé depuis quelques mois et quelques années maintenant, avec cette nouvelle vague, à savoir l'argent est roi. Et donc, ces startups qui avaient levé en 2019, 2020, 2021 arrivent à court de cash, doivent refaire un tour de table. Et les VC leur disent bon, ça va être un peu plus compliqué cette fois-ci. Ouais, c'est pas pareil qu'il y a quelques années. Vous partagez cet avis, Lisa aussi. On parle quand même de 129 startups Marture qui ont fermé en 2023. C'est une hausse considérable quand même. Oui, après, ce qu'on peut prendre en considération, c'est que si on prend un peu de recul sur la situation, de manière générale, avant 2018-2019, donc la crise du Covid, si on prend non pas à l'échelle des startups, mais de l'économie en général, on avait en moyenne 50 000 faillites d'entreprises par an. Durant le Covid, effectivement, ça a un peu été une ère dorée, durant laquelle les faillites étaient très basses, etc. On était descendu plutôt à 40 000, et aujourd'hui, on est remonté à 60 000. Donc finalement, on retombe à peu près dans les chiffres qu'on avait. La différence, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a un peu plus de start-up, mais de mon point de vue, je pense qu'on peut imaginer que c'est un peu une écrémation, en fait. C'est-à-dire que toutes les start-up qui avaient été lancées dans l'euphorie un petit peu du Covid et de la numérisation des services, finalement, il y en a qui n'ont plus vraiment d'utilité, qui n'arrivent pas à trouver leur public et donc qui finissent par faire faillite. Ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que de la part des VC, ils sont souvent dans des trends, dans des modes. La mode était au SaaS il y a 3-4 ans, elle est à l'AI cette année, depuis l'année dernière. Donc je pense que ça joue aussi. Ils préfèrent venir faire des tours de table de série A, de pré-seed, avec donc des premiers tours de table avec des startups AI et non pas avec des startups qu'ils auraient pu lever il y a 2-3 ans avec eux. On le voit d'ailleurs avec le secteur de la seconde main. Il y a pas mal de startups de la seconde main qui partent en faillite depuis quelques mois. Donc il y a des secteurs plus spécifiques qui sont vraiment impactés par cette crise. Ce genre de secteur, ou encore les startups plutôt de recherche. On a noté Navia, qui est une startup française en navigation autonome, qui elle aussi requiert beaucoup de financement pour se développer. C'est un peu comme des labos de recherche privés. Et là encore, si par manque de résultats, ça peut amener souvent à une fermeture assez soudaine, quoi. Cette vague, elle concerne que la France, Lisa, ou ça concerne aussi l'étranger? Est-ce qu'on est les seuls à se sentir mal aujourd'hui? Non, fort heureusement, ça se vérifie aussi ailleurs. Ça se vérifie notamment aux États-Unis, où effectivement, il y a une culture un petit peu différente de la France. Et encore que, parce qu'avec la French Tech, c'est quand même un petit peu l'idée aussi, de la croissance à tout prix. Et donc, on a énormément de start-up, notamment dans le secteur de la technologie, qui ont eu des investissements massifs avec derrière des promesses de croissance future. Et c'était d'ailleurs plus basé sur les promesses de croissance future que sur les revenus à proprement parler. Et donc, il y a eu effectivement de nombreuses faillites. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs demandent des preuves de rentabilité qu'ils n'ont pas forcément. Donc non, la France n'est pas un cas à part sur le sujet, et c'est aussi en partie la crise sanitaire qui a expliqué pour les États-Unis cette vague soudaine de faillite. Une vague soudaine et mondiale. Est-ce que le rôle du soutien gouvernemental ou son absence alors a joué dans la montée de ces faillites, Alexandre? Alors son absence, non, car on sait très bien que l'État, la BPI est quand même responsable de pas mal de levées de fonds françaises, notamment assez importantes. Elle les soutient. Elle les soutenait. Maintenant, je pense que la BPI, comme tout fonds, demande à un moment des résultats. Et je pense que ça va être des vagues qui vont arriver. Je pense aussi à, par exemple, l'informatique quantique, avec une levée de 150 millions d'euros qui a été faite par Pascal, une start-up française, il y a quelques années maintenant, avec le fonds de l'État français. À un moment, il va falloir venir délivrer et donner leur argent, redonner leur argent plutôt aux investisseurs. Qui sont du coup beaucoup plus prudents en ce moment. Quel est votre avis sur le sujet?
Moi, j'ai pas l'impression, pour être honnête, j'ai l'impression que c'est toujours le même débat, que c'est toujours le même problème, à savoir que les VC lèvent des fonds et des véhicules qui doivent épuiser sur une certaine durée, en général 1 an ou 2. Ouais. Donc, s'ils viennent lever 50, 100 millions d'euros, ils doivent l'épuiser, entre guillemets, et ils l'épuisent dans des vagues. Donc là, c'est l'IA. Il y a pas mal de startups françaises, internationales, américaines qui sont en train de se faire financer là-dessus. On va voir si elles vont toutes survivre, je pense pas. Surtout qu'il y en a pas mal qui sont ce qu'on appelle des wrappers de modèles, c'est-à-dire des modèles qui utilisent, enfin des startups qui viennent utiliser des modèles sur API, par exemple l'API de OpenAI ou autre, ou Mistral pour parler français. Donc qui n'ont pas de vraie valeur ajoutée elles-mêmes, qui sont basées sur d'autres solutions. Leur valeur ajoutée est plus sur une expertise produit ou métier, non pas sur une expertise tech avec du modèle. Donc effectivement, ça change un peu tout. Lisa, quelles leçons les startups françaises peuvent-elles tirer justement de cette expérience, de tout ce qui se passe, de cette vague quelque part qui les touche pour éviter de futures défaillances? Je pense que maintenant, il faut se concentrer plutôt sur la rentabilité et sur la gestion des coûts, plutôt que, comme je le disais tout à l'heure, la croissance à tout prix, qui est quand même la marque de fabrique de la French Tech. Est-ce que là, si on peut rebondir, c'est qu'avec l'AI, ça va nous permettre de faire toujours plus en dépensant moins. On voit émerger une vague qui sont des agents IA qui permettent en fait de venir démultiplier le travail des sales, des ingés au sein des startups. Donc là aussi, je pense qu'on va pouvoir avoir des stratégies un peu à 2 vitesses, de se dire oui, on va mettre un peu moins de budget, mais peut-être avec plus de productivité avec de l'IA. Je pense que c'est intéressant. Donc peut-être que les levées vont effectivement se calmer. Voilà en tout cas pour le point de vue sur la French Tech. Est-ce qu'on est en plein cœur du pic ou est-ce qu'on va continuer à le vivre dans les semaines, les mois à venir? On en reparlera de toute façon sur ce plateau ensemble. D'abord, on va continuer à évoquer ce sujet-là, le sujet de la tech. On va faire un petit tour d'abord du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités aujourd'hui, Alexandre Azria et Lisa de Barnard. Mais juste avant de reprendre nos discussions sur les sujets tech, on va laisser place à vous, Lisa, votre chronique du jour tout de suite. Vous avez
avait donc une idée derrière la tech et justement, pour aujourd'hui au programme, interdire les téléphones portables dans l'enceinte des collèges. L'idée n'est pas nouvelle et pourtant, la semaine dernière, 200 collèges de l'Hexagone et d'Outre-mer expérimentent ce que la ministre de l'Éducation nationale appelle la pause numérique, un dispositif de la ministre donc de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui est démissionnaire, on le rappelle, lors de sa conférence de presse de rentrée. Elle en a parlé, mais de quoi s'agit-il précisément, Lisa? Eh bien, la pause numérique philippine, c'est tout simplement le nom donné par le gouvernement à l'interdiction totale du téléphone portable dans l'enceinte des collèges de France concernés par ce dispositif. Une interdiction pure et simple puisque les élèves doivent désormais déposer leur téléphone dans un casier dédié à l'entrée de l'établissement et ce jusqu'à leur sortie définitive. Avec cette mesure, le gouvernement entend lutter contre le cyberharcèlement et l'addiction aux écrans alors que plus de 90% des 13-19 ans possèdent un smartphone de nos jours, là où ils étaient plutôt 50% il y a une décennie, comme le montrait une étude Statista. Alors, loin de faire la surprise, cette annonce, elle était quand même plutôt attendue, si je ne me trompe pas. Oui, elle était attendue puisque Nicole Belloubet elle-même avait déjà évoqué en avril dernier l'idée d'une pause numérique complète durant les 8 heures de collège. Cette déclaration était intervenue dans un contexte de violence suite aux agressions de 2 collégiens à Viry-Châtillon et Montpellier qui avaient mené au décès de l'un d'eux. Et puis, dans la foulée, une commission de 10 experts, la commission Écran, commandée par Emmanuel Macron en début d'année, avait rendu un document listant 29 mesures contre l'hyperconnexion subie. Ils avaient notamment recommandé l'interdiction du téléphone portable avant 11 ans et des réseaux sociaux avant 15 ans. Et puis, du coup, peu de temps après, Nicole Belloubet avait annoncé le lancement de l'expérimentation pour la rentrée 2024, avec pour perspective la généralisation du dispositif en janvier 2025. Mais cette mesure, Lisa, elle n'a absolument rien d'inédit, si? Non, en fait, elle revient à appliquer une loi qui existe depuis 2018 qui interdit en principe l'usage du téléphone portable dans les établissements scolaires et ce jusqu'au lycée. En principe seulement, puisqu'on le sait, elle a du mal à être appliquée dans les salles de classe et plus encore dans les autres espaces que sont les couloirs ou la cour de récréation. Alors, avec un peu plus d'une semaine, la question que l'on se pose évidemment, c'est forcément comment ces mesures ont été accueillies par les élèves. Vous avez écumé les différents articles, les différents reportages aussi de nos consoeurs et confrères pour prendre la température, Lisa. Et oui, et puis, bien sûr, quand il s'agit de bousculer le quotidien des élèves et surtout sur ce type de sujet, il y a toujours quelques récalcitrants, oui. D'autant plus lorsque l'on sait qu'en 2022, le temps d'écran moyen par jour pour un enfant entre 7 et 12 ans était de 3h30 et de 5 heures par jour pour les adolescents entre 13 et 19 ans. Mais globalement, cette initiative semble plutôt bien accueillie par les élèves des collèges concernés. Concentration en classe, plaisir de partager à nouveau du temps avec leurs amis, moins de harcèlement, moins de crainte quant au fait de se faire voler le téléphone portable. Les bénéfices sont multiples et le meilleur exemple reste celui d'un collège de Lorient dans le Morbihan qui n'a pas attendu la pause numérique pour laisser le téléphone portable au casier puisque cela fait 2 ans que les élèves du collège Auguste Briseux passent leur journée loin de leur téléphone et le système est plus qu'adopté. Élèves et corps enseignants ne semblent pas prêts à faire machine arrière. Bon, merci beaucoup en tout cas Lisa de Bernard pour cette chronique et puis on va continuer à parler des sujets tech tout de suite ensemble dans la deuxième partie du talk. Allez, pour cette deuxième partie de débat, on prend la direction de Cupertino en Californie pour discuter des dernières annonces faites cette semaine par Apple, notamment concernant ces nouveaux produits, ces nouvelles fonctionnalités aussi. On va parler aussi dans un instant des dérives de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, donc, Alexandre, Apple a dévoilé l'iPhone 16 lors de sa keynote, cette présentation annuelle, un modèle très très attendu. Quelles sont selon vous, Alexandre, les innovations majeures qui distinguent cet appareil des générations précédentes qu'on peut connaître déjà aujourd'hui ? Oui, alors l'accent a été mis sur la caméra, la photo, ce que fait Apple depuis quelques années maintenant. On a un nouveau bouton sur le côté de l'appareil qui peut se transformer en fait en un appareil photo numérique. C'est assez intéressant. Et on a aussi vu l'Apple Intelligence qui ne sera malheureusement pas encore disponible en France. Alors ça, c'est l'intelligence artificielle, c'est oui. associé dans les produits. Exactement. Et donc c'est comme un Siri augmenté qui permet de faire pas mal de choses. Les différents use cases qui nous ont été montrés
cas d'usage, excusez-moi, c'est par exemple, ça a été de pouvoir chercher des photos avec des descriptions textuelles qui peut être intéressant aussi. Par exemple, je me rappelle d'avoir pris une photo avec Philippine en plateau il y a 6 mois. Est-ce que tu peux me retrouver la photo? Ça peut être ça, ou ça peut être encore prendre une photo d'un flyers dans la rue d'un concert et ça vient ajouter automatiquement la date du concert dans notre calendrier. Donc pas mal de choses. Je pense que ça va être assez intéressant. L'IA générative aussi dans ces nouveaux produits. Lisa, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qu'on ne faisait pas avant? Est-ce que c'est une vraie révolution par rapport aux concurrents? Alors, est-ce que c'est une vraie révolution? On sait qu'Apple a quand même pris un petit peu de retard sur l'intelligence artificielle. Ils ne se sont pas affolés sur le sujet, hein, mais cela étant dit, ils ont quand même réussi un joli coup de com' quelque part, puisque c'est donc Apple Intelligence, Intelligence Apple pour AI, plutôt que intelligence artificielle. Hein, ils ont vraiment joué sur le fait qu'ils avaient le même acronyme. Ce qu'on va pouvoir faire de plus, écoutez, je crois qu'Alexandre en a déjà un petit peu parlé. On va pouvoir effectivement rechercher des photos. On va pouvoir également avoir des suggestions de réponses pour des messages, pour des mails. On va pouvoir poser des questions un petit peu plus complexes à Siri. Et d'ailleurs, il y a un partenariat en fait entre Siri et OpenAI, hein, qui est donc la société mère de ChatGPT. Ouais. Et donc, effectivement, quand Siri ne sera pas en mesure de répondre aux questions posées par l'utilisateur, ce sera son copain ChatGPT. Voilà, exactement. Du moins, qui incitera les utilisateurs à se rendre vers ChatGPT. D'accord. Donc, bon. Ce qui est une première pour Apple, qui est une entreprise avec un circuit assez fermé depuis leur création. C'est ce que j'allais vous dire. C'est la première fois qu'ils font un partenariat officiel assumé et je trouve ça assez intéressant. On peut se dire que forcément les labos de recherche de Meta étant assez exceptionnels à la pointe, on connaît certains Français qui sont comme Yann Lequin. Apple a dû se dire ok, on va essayer de faire le choix de faire un partenariat avec OpenAI. Ouais. Mais bon, peut-être pour rattraper le retard dont vous parliez, Lisa. Alors il y a un sujet quand même, c'est qu'effectivement cette intelligence artificielle, vous avez commencé à nous le dire, Alexandre, c'est pas dispo avant au moins janvier 2025 ici en France. Malheureusement. Pourquoi? Et pas uniquement en France, d'ailleurs même au Canada, en Amérique du Nord, ça sort à la fin de l'année et pas en ce moment même. Alors nous en France, c'est pour des raisons de RGPD. Avec le DMA. Exactement. Toujours à peu près la même chanson depuis quelques mois malheureusement en Europe. On sait que ça devient assez strict sur les règles à adopter pour les entreprises, surtout américaines, qui ont en plus de ça leur centre de recherche, pas en France, pas en Europe. Donc c'est assez compliqué. Est-ce que ça vient pas freiner l'innovation quand même un peu, Lisa? Moi, je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Je pense que c'était important aussi de réguler, puisque effectivement toutes les grandes plateformes qu'on utilise en France et en Europe de manière générale, ce sont des plateformes qui viennent de l'étranger. Et donc, je pense qu'il était, essentiel qu'à un moment donné, on prenne des dispositions. Donc, je suis assez mesurée sur le sujet, même si je pense qu'effectivement, on va pas nier. Oui, ça va bloquer certains développemps. Oui, mais ça peut peut-être ouvrir d'autres opportunités aussi par la suite. Je dis n'importe quoi, peut-être que Apple va faire un partenariat en Europe avec Mistral AI pour faire leurs features AI aussi, ça peut être ça. Donc c'est peut-être aussi une stratégie européenne pour inciter à utiliser nos modèles souverains. Peut-être. Ce serait pas mal. Ce serait top. Quand même. Bon, un autre sujet aussi, le rôle d'Apple dans le secteur des jeux vidéo avec l'iPhone 16, et on va en parler avec vous, Lisa. Les nouvelles performances justement de cet iPhone semblent promettre des expériences de jeu bien améliorées par rapport aux derniers outils, aux derniers appareils qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'Apple, mais il cherche en tout cas de plus en plus à se positionner sur ce secteur des jeux vidéo? Est-ce qu'un jour on pourrait le voir concurrencer des Xbox, des PlayStation, etc.? La question se pose quand on sait que l'Apple Pro Vision est commercialisé depuis maintenant quelques mois. Ouais. Donc Apple se diversifie. Est-ce qu'il a, à proprement parler, envie de s'installer dans le secteur du jeu vidéo ? Honnêtement, c'est toujours difficile de savoir exactement quelles sont leurs stratégies, puisqu'ils sont assez occultes de manière générale. On découvre toujours les choses un petit peu sur le tas. Après, je ne pense pas que ça soit le secteur sur lequel ils mettent le plus, sur lequel ils parient le plus. C'est la santé, vous disiez tout à l'heure. Ils avaient lancé il y a quelques années maintenant
Apple Arcade sur l'Apple Store, Oui. qui est un abonnement en fait pour venir s'abonner chaque mois. Je crois qu'une dizaine d'applications de jeux vidéo. Moi, je crois pas que ça ait pris plus que ça. Donc, En revanche, effectivement, le sujet de la santé dont vous me parliez tout à l'heure en préparant cette émission, Lisa, ça cartonne. Et on a l'impression, en tout cas, que c'est vraiment le sujet sur lequel Apple est déjà quand même bien implanté depuis quelques années, mais souhaite le faire en tout cas encore plus à l'avenir. Oui, et puis ils s'en cachent pas, honnêtement. Ouais. Ça fait un petit temps qu'ils mettent un gros coup d'accélérateur sur la santé, que ça soit dans les iPhones, que ça soit avec l'Apple Watch, que ça soit aujourd'hui avec les écouteurs. En fait, ils implémentent de la santé vraiment dans tous leurs dispositifs. Et effectivement, oui, ils s'en cachent pas. Leur but, en fait, c'est de plutôt prévenir que guérir. Avec leurs produits, c'est un peu leur idée, donc c'est monitorer, voilà, c'est avoir par exemple avec l'Apple Watch, avoir comme un espèce de petit laboratoire embarqué à son poignet, et l'idée c'est vraiment de prévenir et non plus de guérir. Sauver des vies aussi quand on peut. On a d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité sur l'Apple Watch, on est capable de venir voir si on fait de l'apnée du sommeil. Effectivement. C'est assez intéressant. Effectivement. Et sur les nouveaux AirPods Pro, on peut faire des tests auditifs, donc à se demander si le monde de l'audioprothèse va changer. Va être révolutionné par Apple. Bon, en tout cas, vous serez là pour continuer à en parler. Je voudrais qu'on parle aussi rapidement d'un deuxième sujet. C'est cet article du New York Times publié à la rentrée qui parle du danger de l'effondrement des modèles d'intelligence artificielle lorsque, en fait, les intelligences artificielles sont elles-mêmes formées sur leurs propres moyens, lorsqu'elles apprennent, en fait, par elles-mêmes. Quels sont, selon vous, peut-être, Lisa, les risques à long terme de ce phénomène pour l'évolution, justement, de l'IA ? Alors, pour revenir un petit peu déjà sur le fonctionnement des IA génératives, en fait, elles s'entraînaient initialement sur ce qu'on va appeler des données naturelles. Donc, c'est les datas qu'on va trouver sur Internet ou qui sont tout simplement données aux IA génératives par les chercheurs pour les nourrir. Le souci, c'est que ces données, selon certains chercheurs, on va arriver à bout à peu près à l'horizon 2026. Donc, en parallèle, pour continuer à enrichir les modèles d'IA, et parce que aussi la manière dont ils fonctionnent fait qu'en fait, ils scrollent le web en permanence, fait qu'ils finissent par ingérer aussi ce qu'on appelle des données synthétiques. Donc, c'est les données qui sont créées effectivement par l'intelligence artificielle elle-même. Et donc, aujourd'hui, on a donc des IA qui commencent à se nourrir, en fait, à s'auto-nourrir. Donc, on peut voir là-dedans une espèce de consanguinité, un petit peu, c'est le serpent qui se mord la queue. Et le problème, c'est que ça va avoir des conséquences notamment sur la qualité des réponses qui sont apportées par les IA et également sur, au-delà de la fiabilité, sur les biais en fait, que les IA ont déjà et qu'elles nourrissent elles-mêmes. Et donc la conséquence de tout ça, c'est qu'à un moment donné, quand on arrivera à bout de ces ressources naturelles et potentiellement aussi de ces ressources synthétiques à l'horizon entre 2030 et 2060, toujours selon la même étude, on va se retrouver en fait à un moment où les IA ne pourront plus s'améliorer et donc il y aura une stagnation du marché. Qu'est-ce que ça implique, Alexandre Nazria, au-delà de ce que vous nous avez expliqué, Lisa, et merci pour cette introduction. Comment on peut aujourd'hui identifier peut-être les premiers signes d'une baisse de qualité des résultats générés par intelligence artificielle qui s'entraînent justement sur ses propres données ? Ce qui est intéressant, je trouve, surtout, c'est de voir que ces modèles et ces data synthétiques viennent aussi augmenter un peu le cliché de notre société. Je m'explique, s'il y a des inégalités hommes-femmes, il y en aura encore plus dans les données synthétiques. Donc il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui arrivent à créer de la data synthétique fair. Ce qu'on peut appeler fair, c'est juste en français, mais d'un point de vue égaux et de rayer tous les biais. C'est ce qui se fait notamment en finance dans les banques pour arriver à avoir des credit scores qui soient égaux pour tout le monde. Et il y a d'ailleurs une start-up française qui s'appelle Fergen qui fait ça depuis quelques années maintenant, qui marche excellemment bien et qui s'est spécialisée, elle, dans la donnée synthétique pour je perds mes mots, quand on fait des questionnaires pour tout le monde, on appelle ça des formulaires, D'accord. Je veux dire. Ok. Le sujet aussi, c'est qu'on pourrait imaginer d'utiliser une sorte de filigrane, un peu comme on voit sur les photos dans les données générées par l'IA, pour justement mieux les détecter, éviter qu'elles contaminent elles-mêmes d'autres données, des futures données. Est-ce que ça pourrait être une solution, Lisa ? Oui, ça pourrait être une solution, et c'est d'ailleurs le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun moyen de détecter facilement, en fait, quelles données ont été créées par l'IA et quelles données ne le sont pas. Et donc, c'est ce qui fait que quand les IA
l'IA font ce qu'on appelle donc du deep learning en apprenant avec tout un tas de données, et se retrouvent à reprendre des choses qu'elles-mêmes ont pu dire. Et d'ailleurs, on a, dans ce fameux article du New York Times, ils donnent un exemple de ce que ça peut donner effectivement quand une IA se nourrit elle-même. Et donc des chercheurs ont posé une question à l'IA en lui demandant de compléter la phrase suivante: pour avoir une dinde pour Thanksgiving, vous. Et donc, sur la première réponse, l'IA donne quelque chose de somme toute assez correct. La deuxième fois, ça fonctionne. La troisième fois, ça commence un peu à capoter. Et puis, à la quatrième itération, je vous donne quand même en tout mot ce que répond donc l'IA, c'est vous devez savoir ce que vous allez faire de votre vie. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre vie, si vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre vie. A priori, ça n'aide pas à faire une dinde pour Thanksgiving. Donc, c'est un petit peu l'exemple, effectivement, de ce que ça peut donner l'IA si c'est mal nourri et si ça n'a pas des données de qualité. C'est pas juste une question de nourrir ou pas l'IA, c'est aussi une question d'architecture de ces modèles qui sont génératifs, qui ne comprennent pas ce qu'elles disent, qui sont en fait des arbres avec des statistiques et qui permettent de prédire ou non le prochain mot. Donc en fait, c'est d'ailleurs ce qu'explique Yann Lequin assez souvent, qui dit que ce ne sont pas des modèles intelligents à proprement parler, ce sont des modèles qui sont capables de prédire quelque chose, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils prédisent. Et c'est d'ailleurs hyper limitant pour nous, par exemple pour l'Apple Vision Pro, ou ce genre de systèmes qui font du multimodal, donc avec de la voix, de l'image. Ils ne sont pas capables de comprendre ni ce qu'ils voient, ni ce qu'ils entendent. Le sujet aussi, avec toutes ces données générées par l'IA qui s'auto-alimentent, c'est évidemment ce que ça implique sur les secteurs critiques comme l'éducation et la santé, mais ça, on en parlera dans une autre émission, parce qu'on a de quoi en faire tout un tas. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Alexandre Azria, je rappelle que vous êtes expert en nouvelles technologies, en intelligence artificielle, fondateur aussi de Le Croissant AI. Merci beaucoup pour vos précisions et puis pour votre point de vue. Merci aussi à vous, Lisa de Bernard, d'avoir été parmi nous aujourd'hui en tant que chroniqueuse. Merci à vous de nous avoir suffi. Et puis, nous, vous savez, on se retrouve tous les jours dès 12h30 et dès demain sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.